Alors, la commission reprend ses travaux, mais avant de passer au prochain groupe, je demanderai le consentement de la commission pour permettre aux députés de Hartford de participer à cette commission et d'y prendre la parole. Alors, ça me prend le consentement. Alors, il y a consentement. Alors, maintenant, nous allons entendre les représentants de l'Association des Townshipers. Alors, en vous mentionnant que vous disposez d'un temps de 10 minutes pour présenter votre mémoire, suivi d'un échange avec les groupes de parlementaires. Alors, je vous demanderai de vous présenter ainsi de présenter les personnes qui vous accompagnent. Merci beaucoup pour ce moment d'avoir une chance de vous rencontrer et d'avoir une chance de faire des échanges. Mon nom, c'est Gérald Cotting. Je suis le président de l'Association des Townshipers. Je vais présenter Rachel Hunting. Elle est la directrice de notre association. Madame Heather Bowman, ancien président, et aussi Melanie Cotting, secrétaire de notre conseil d'administration. Alors, à vous la parole pour la présentation de votre mémoire. Merci. Nous allons partager la présentation entre Madame Hunting et moi-même. On va commencer avec Madame Hunting, s'il vous plaît. Madame Hunting. Bonjour. Au terme d'une étude en profondeur des changements à la législation existante proposée dans le projet de loi 60, l'Association des Townshipers demande que ce projet de loi soit retiré, car il est d'avis que le projet de loi constitue une menace directe, non seulement à l'égard des populations d'expression anglaise qui sont représentées par des groupes comme le nôtre, mais aussi à l'égard de l'ensemble des minorités au Québec. Nous avons identifié 4 grandes préoccupations qui nous amènent à conclure que, dans le meilleur intérêt de toutes les minorités au Québec, le gouvernement doit retirer ce projet de loi. La première inquiétude, les modifications aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne. Lors de l'examen du chapitre 11, articles 40 et 41 traitant de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il devient évident que ce projet de loi poursuit un objectif beaucoup plus large que celui d'ajouter une autre couche de réglementation bureaucratique destinée à imposer et contrôler une code vestimentaire. Dans cette section, qui semble pour nous d'avoir été ajoutée à la dernière minute, le législateur présente plusieurs concepts importants qui requerront la modification de la Charte québécoise existante des droits et libertés de la personne. Le projet de loi propose que l'égalité entre les hommes et femmes, la séparation de l'Église et de l'État et d'autres valeurs fondamentales de la nation québécoise soient regroupées avec la primauté de la langue française. Si la Charte des droits et libertés de la personne est considérée comme la mesure selon laquelle tous les projets de loi devraient être rédigés afin de s'assurer que les droits et libertés de tous les citoyens soient protégés, alors cette modification laisse clairement beaucoup à désirer. Est-ce que l'inclusion de la condition de la primauté de la langue française signifie que la minorité d'expression anglaise se trouverait-elle même privée de la protection de la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne, non seulement pour ce qui trait au projet de loi 60, mais aussi à l'égard de toute législation passée et future? L'égalité entre les hommes et femmes est déjà enchâssée dans les chartes, tant canadiennes que québécoises des droits et libertés. Pourquoi alors remettre en question la légitimité de ces chartes? Est-il de l'intention de ce gouvernement d'utiliser la disposition dérogatoire pour faire abstraction de la Charte canadienne? Nous croyons fermement que la laïcité qui épouse le projet de loi 60 n'est pas une valeur, mais plutôt une politique qui vise à retirer des droits et une liberté déjà établis. Qu'est-ce qui constitue les valeurs fondamentales de la nation québécoise? Quelle est la place des Autochtones ou des anglophones, de même que des membres des minorités visibles? Nous n'avons aucune idée de la façon dont la communauté d'expression anglaise du Québec, entre autres, sera affectée quant à sa place au sein d'une nation québécoise. Clairement, le projet de loi 60 n'a guère à voir avec les valeurs. Il s'agit plutôt d'un document conçu pour mettre en œuvre des protocoles destinés à fabriquer une société de conformité et de discrimination flagrante fondée sur des différences observables telles que la langue, l'appartenance religieuse et l'origine ethnique. Deuxième inquiétude, la raison d'être du projet de loi 60. Pourquoi ce projet de loi à ce moment-ci? Aucun élément
précis n'a été présenté pour justifier un tel projet de loi. Cependant, depuis que le débat sur le projet de loi 60 est amorcé, de nombreux incidents de violence physique et verbale contre les minorités visibles et religieuses ont été rapportés dans les médias comme il s'agissait maintenant d'un comportement acceptable. Étant donné que le projet de loi fournit déjà une plateforme et confère une légitimité pour attaquer les minorités, maintenant que les barrières de l'intolérance et de la xénophobie sont ouverts, quelles mesures présentera le gouvernement pour protéger ceux qui sont à risque? Si la discrimination sur la base de l'appartenance religieuse est acceptée et officialisée, est-il encore si loin de nous le moment où l'État trouvera nécessaire de pratiquer une discrimination sur d'autres bases, telles que l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou la langue, afin de servir les intérêts idéologiques du jour? Inquiétude numéro 3. Quelle est la définition de laïcité imposée par ce loi? Quand nous parlons de valeurs, la mise en place de sanctions appuyées par l'État à être utilisées contre les minorités qui affichent des caractéristiques religieuses, raciales ou linguistiques différentes de celles de la majorité, constitue un assaut contre toute valeur qui affirme les droits et libertés individuelles. Si l'intention du projet de loi 60 est de fournir un modèle fonctionnel de neutralité laïque à l'égard de toutes les questions ayant trait aux services fournis directement ou indirectement par l'État, beaucoup de clarifications s'imposent. On soutient que le projet de loi nous ramène à une époque où la société québécoise se divisait en fonction des frontières religieuses entre le « nous » et le « eux », ce qui va à l'encontre des valeurs d'ouverture et d'inclusion, vont faire de pair avec la liberté dans une démocratie nord-américaine. L'Association de Townshippers suggère fortement que la neutralité de l'État devrait signaler que l'appartenance ou non-appartenance religieuse de quelqu'un n'a pas de place dans l'embauche, la promotion ou le licenciement dans la fonction publique ou parapublique. Dans le Québec d'aujourd'hui, autant des nouveaux venus que les résidents établis affichant une appartenance religieuse devraient avoir une chance d'occuper un emploi intéressant sur la base de leur seule qualification. Le projet de loi représente un gigantique pas en arrière pour la cause de la justice sociale et de l'égalité. Le résultat de ce type de laïcité radicale va créer à nouveau une dynamique de nous et eux. Pourquoi pas recourir simplement à l'accommodation raisonnable comme moyen de traiter de la question symbole religieux dans les lieux de travail, plutôt que de faire appel à la discrimination sanctionnée par l'État. Inquiétude numéro 4. La mise en œuvre et les coûts associés. Quelles sont les structures bureaucratiques qui seront mises en place pour effectuer le contrôle, l'inspection et le suivi de l'application à long terme de cette loi? En termes de coûts financiers, quelles dispositions ont été prises? À un moment où on assiste à des coupures importantes dans l'éducation et des services sociaux, le projet de loi 60 exigera inévitablement des dépenses additionnelles. À elle seule, la contestation juridique anticipée sera onéreuse, indéterminable, et d'assurer d'imprimer une marque indélébile sur le Québec. En effet, en connaissons nous-mêmes les coûts anticipés. En conclusion, le projet de loi ne peut mener qu'à l'aggravation des divisions entre les groupes, l'isolement des minorités et des litiges sans fin. L'Association de Townshippers recommande en conséquence que l'Assemblée nationale retire le projet de loi 60 pour des motifs suivants. À tout le moins, il s'agit d'une solution à la recherche d'un problème et au pire,
Celle-ci mènera une escalade d'actes injustifiés de fanatisme à l'égard des membres des minorités. L'actuelle charte de droits et libertés de la personne fonctionne, mais uniquement lorsque appliquée. L'égalité des hommes et des femmes est déjà encancée dans la loi, tout comme le droit à une appartenance religieuse. Nous souhaitons que le nouveau venu au Québec, dont nous avons désespérément besoin compte tenu de notre taux de natalité dangereusement bas, s'intégreront beaucoup plus rapidement s'ils se sentent bienvenus et se sont en mesure de trouver un emploi intéressant. S'il y a un consensus quelconque qui puisse émerger du présent débat sur la loi 60. On va arrêter parce que le temps qui vous est imparti est écoulé, mais vous aurez l'occasion avec les échanges de, j'imagine, poursuivre la composition de votre mémoire. Alors, je cède la parole à Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Mettre devant vous juste quelque chose. Moi, je porte des appareils depuis longtemps. Et à cause de ça, si par chance je vous demande de répéter, peut-être notre technicien pourrait monter un peu de volume ou quelque chose, ça nous permettra d'avoir un échange ou que je ne serai pas obligé de dire. Aux gens de parler un petit peu plus fort que l'habitude pour vous permettre de bien entendre. Merci beaucoup. Au lieu de monter le volume, je vais demander de monter d'octave les gens qui vont s'adresser à vous. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, merci pour votre mémoire. Merci pour votre présentation. Juste quelques précisions, donc, avant qu'on débute l'échange. Je voulais juste vous dire, à la page 2, et vous l'avez répété dans votre présentation, vous parlez des articles 40 et 41 qui auraient été ajoutés à la dernière minute au projet de loi. Je veux juste vous rappeler que la modification ou les modifications à la Charte des droits et libertés étaient prévues dès le départ. Dès que nous avons déposé les orientations, il était prévu que nous allions amender la Charte des droits et libertés. Donc, c'est pas un ajout de dernière minute. OK? Ça, c'est le premier point que je voulais souligner avec vous. Vous avez fait référence aux incidents déplorables. Je veux juste vous dire que depuis le départ, moi, systématiquement, à toutes les fois qu'il y a des incidents, en tout cas des incidents qui sont portés à ma connaissance ou dont j'ai connaissance, des incidents des gestes d'intimidation, peu importe quelle est leur nature, des gestes d'intimidation, des gestes qui ne sont pas acceptables en démocratie, je me suis toujours imposé le devoir de les condamner et d'appeler le débat ou d'appeler au respect dans le débat, de dire il faut se respecter. Vous, votre groupe, par exemple, votre présentation, elle est très critique de la Charte, mais je respecte votre point de vue, OK? Et ce que je dis, c'est qu'il faut, même si on a un désaccord, il faut quand même être capable d'en discuter dans le respect et donc sans verser dans des gestes qui ne sont pas acceptables dans une démocratie comme la nôtre, des gestes, par exemple, d'intimidation ou même pire encore. Et je veux juste attirer votre attention et vous inciter, je dirais, à une certaine prudence. Vous semblez attribuer seulement à un camp ces gestes-là, répréhensibles. Les gestes répréhensibles ne viennent pas seulement d'un seul camp. On se comprend? Il y a des gestes répréhensibles qui, malheureusement, parce que ce n'est pas parce qu'ils viennent d'un camp plutôt que l'autre qui sont davantage acceptables, mais il faut faire attention avant de dire que tout ce qui a été répréhensible ou, appelons ça dérapage jusqu'à maintenant, ne venait que des gens qui appuient la Charte. Je veux juste que ce soit bien clair. L'un et l'autre doivent se respecter. Le camp pro-Charte comme le camp anti-Charte doivent manifester le même respect les uns envers les autres. Maintenant... quelque chose? Bien sûr. Bravo.
parce que vous avez raison quand vous avez dit que chaque fois il y avait quelque chose, c'est sûr que vous avez sorti, puis vous avez mentionné que ce n'est pas la façon d'avoir un vrai débat. Et si on parle avec le point de vue, ça va être avec du respect. On va avoir un vrai échange, mais il faut comprendre, entre nous, ici, nous sommes des personnes qui ont une certaine habitude, ça fait partie de nos carrières d'être capable de s'exprimer des points de vue, d'entendre l'autre et d'avoir la chance de bâtir des compromis. Mais il y a des gens sur les deux bords qui ne respectent pas l'autre. Et ça va être absolument nécessaire de prendre certaines mesures, de démontrer ce respect parmi nous autres et de faire un modèle. Et je pense qu'on peut faire ça ensemble. Mais entre-temps, il faut poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent penser quand il y a des gens qui se promènent sur la rue et ils ne comprennent pas que c'est, quand on parle d'une forme de laïcité qui va être, disons, est-ce que je pourrais dire ça, une façon de gérer l'emploi, de gérer les services. Il y a certains gens qui comprennent qu'on va changer le Québec d'un jour à l'autre et tous ceux qui sont différents n'ont pas une place au Québec. Il y a des gens qui vont agir comme ça. Et ces gens-là vont créer des incidents, ça va être dans le média, et ça va donner encore d'autres personnes qui vont penser « Ah, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on peut faire ça? » Ça en est un danger. On l'a mentionné parce que c'est une réalité dans notre société. Mais si je peux me permettre, M. Cotting, puis c'est pas un... Comment dire? Par exemple, OK? Prenez-le... Il ne faut pas le prendre mal, OK? Mais je cite un bout de votre mémoire, là. Vous dites clairement, le projet de loi 60 n'a guère à voir avec les valeurs. Il s'agit plutôt d'un document conçu pour mettre en œuvre les protocoles destinés à fabriquer une société de conformité et de discrimination flagrante, fondée sur des différences telles que la langue, l'appartenance religieuse ou l'origine ethnique. Si vous me permettez, en tout respect, je pense que ce langage va trop loin, parce que des protocoles qui visent à fabriquer une société de discrimination flagrante, moi je pense que ça va trop loin, Monsieur Cotting. Maintenant, je respecte votre point de vue. Je vous dis juste, je vous donne le mien également, OK? Bon. Maintenant, allons sur le fond des choses. Vous dites, vous parlez du problème que vous avez à la page 3. Vous dites, une autre question monumentale reliée à la modification de la Charte des droits et libertés, c'est le problème de ce qui constitue les valeurs fondamentales de la nation québécoise. OK? Et là, vous soulevez la question de la primauté du français. Et vous dites sur la primauté du français, je cite, « L'inclusion de la condition de la primauté de la langue française signifie que la minorité d'expression anglaise se trouverait elle-même privée de la protection de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, non seulement pour ce qui a trait au projet de loi 60, mais à l'égard de toute législation passée et future. » Mais, vous savez, M. Cotting, quand le Parti libéral a créé la commission Bouchard-Taylor, ils ont inscrit dans le décret qui créait la commission Bouchard-Taylor, alors c'était écrit dans le décret, attendu que la société québécoise est attachée à des valeurs fondamentales telles que l'égalité entre les femmes et les hommes, la séparation de l'Église et de l'État, la primauté de la langue française. Donc, je veux juste vous dire que le concept de primauté de la langue française, dont on peut discuter d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui trouvent que ça ne va pas assez loin et que c'est déjà une dilution, ça. Il y a des groupes qui l'ont dit déjà et qui vont venir nous le dire. Mais vous comprenez que si pour vous, ça va trop loin, la primauté de
de la langue française, c'est pas une valeur péquiste, cela, là. C'est aussi partagé par les gens qui étaient là avant nous. Et donc, je vous pose la question, est-ce que vous avez un problème avec le principe de la primauté de la langue française au Québec? Juste pour commencer à répondre, ça n'a aucune différence si c'est le Parti québécois, si le Parti libéral ou d'autres. On a les mêmes questions, on a les mêmes inquiétudes. Pour démontrer que nous autres, on accepte la langue française comme la langue de la majorité des Québécois, comme la langue de fonctionnement dans notre vie sociale, politique, culturelle. Nous autres, on a décidé de venir ce matin et de présenter notre mémoire en français parce que notre association, comme mandat clair, c'est de créer les liens entre les deux cultures, les deux langues, et pour démontrer concrètement qu'on est convaincu que la langue française est un outil pour tout le monde, soit français, anglais ou de nouveaux arrivés. On encourage les gens d'apprendre le français pour être capable d'avoir un emploi intéressant, d'être capable de fonctionner dans notre société. Mais qu'est-ce qu'on questionne ici, que comment on va l'appliquer, cet terme? Et peut-être ce n'est pas à nous de donner des exemples. Est-ce que vous pourrez nous donner un exemple concret? Comment vous allez prendre ce parti de changement dans la charte et de nous donner un exemple concret? Comment on pourrait s'appliquer ces termes-là? Ça, peut-être, ça pourrait répondre facilement à la question. Peut-être, ça pourrait nous soulager. Peut-être, ça pourrait... Que ce qu'on demande, c'est que, est-ce qu'on revient à la Bill 14 d'une autre façon? Bien, écoutez, oui. Non. Oui puis non. Oui puis non. Oui, okay. non. Dites-moi le oui. Non, mais au sens où la loi 14 prévoyait affirmer la langue française comme valeur. OK? Comme valeur. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on affirme la langue française comme valeur dans la charte de la charte de la laïcité ou de la charte des valeurs. Donc, je vous dirais que c'est une reconnaissance de la langue française comme valeur commune à tous les Québécois, y compris aux Townshippers, même si c'est pas votre première langue. Puis mais vous admettez vous-même que c'est important pour vous le français parce que c'est un moyen notamment de progression professionnelle, par exemple, pour l'obtention d'un meilleur emploi et tout ça. C'est essentiellement, si vous regardez où on l'a placé dans une déclaration des grandes valeurs québécoises. Et on l'a mis avec la neutralité religieuse, avec la laïcité, avec l'égalité homme-femme. Donc, c'est une reconnaissance symbolique, mais qui reste quand même importante pour la suite des choses. On renforce, vous avez raison de dire, qu'on renforce, à notre avis, le statut du français par cette reconnaissance-là, mais je ne pense pas que c'est une menace pour les droits de la minorité anglophone. Il ne faut pas y voir une menace. On n'enlève rien à la minorité anglophone là-dedans, M. Cotting. Absolument rien, là. Pour répondre, quand on a présenté notre mémoire sur le Bill 14, c'est clair que nous autres, comme association, on a affirmé l'importance de la langue française. Qu'est-ce qu'on met en question, c'était pas cette réalité. Que ce qu'on a mis en question, c'était la façon de procéder. Et quand on parle du Bill 60, ce qu'on met en question, c'est que est-ce que c'est possible d'avoir plus de détails sur toute la question de ces valeurs fondamentales de la nation québécoise? Et aussi, on pose une autre question. Quand on parle de la nation québécoise, ça rentre tout de suite un autre terme que pour nous autres, parce que moi, j'ai eu beaucoup de débats, de rencontres avec des gens qui ont d'autres points de vue.
Et un couple de fois, ils m'ont dit carrément, ben, vous n'êtes pas un Québécois, vous n'êtes pas un vrai Québécois. Hey, M. Cotting, je dis, et nous disons, depuis le départ, depuis le début, et cette conception de la nation québécoise, elle est portée, en tout cas, depuis toujours, en ce qui me concerne, par la formation politique à laquelle j'appartiens. En tout cas, René Lévesque, qui est le fondateur tout de même de ce parti, disait « Et Québécois, celui qui vit au Québec ». Je paraphrase un peu, point à la ligne. Peu importe la langue parlée, la langue maternelle, l'origine, peu importe, on est tous des Québécois. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour dire que la langue française, c'est une valeur importante du Québec? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux dire deux choses. Absolument pour la langue française, et j'apprécie beaucoup que vous avez mentionné d'un forum public que la définition d'un Québécois, c'est un résident du Québec. Oui, absolument. Toujours. Toujours. Alors, est-ce que parce qu'il y en a d'autres qui vont dire non. Dans ce forum public, on peut dire que quand on sort d'ici, on a une définition claire que ce que ça veut dire d'être de compter parmi la nation québécoise, c'est d'être un résident du Québec. Et avec ça, on est toujours prêt à dire, comme l'association, est-ce que le français c'est pas tout simplement un atout, c'est une nécessité d'avoir le français comme outil d'être capable de fonctionner dans la société québécoise. Vous êtes prête à dire que c'est une valeur? Oui. OK. Oui, c'est une valeur. Et je vais l'avoir aussi d'autres, si vous êtes capable ce matin de dire quelles sont les autres valeurs fondamentales. On en met quelques-unes dans le projet de loi. Hein, on en énonce quelques-unes qui nous semblent très, très, très importantes. On pourrait avoir une longue discussion, vous et moi, sur d'autres valeurs qui pourraient être incluses. Nous, on fait une proposition et on pense que c'est une proposition qui est fondée. Mais là, il me reste peu de temps. Je dois vous poser une autre question. Sur la question des signes religieux, je vois bien que pour vous, vous avez un gros problème avec la restriction en matière de signes religieux. Et je veux juste attirer votre attention sur certains témoignages que nous avons eus ces derniers jours, notamment celui de Mme Michèle Blanc, OK? Qui est venue donner l'exemple d'un jeune maghrébin, un jeune Québécois d'origine maghrébine, qui est homosexuel et qui se présente. Et alors, il a été rejeté par sa famille pour des raisons religieuses. OK? Sa famille n'accepte pas son orientation sexuelle. Il se présente devant une infirmière qui porte un signe religieux. Madame Blanc, dis-je, a parlé du hijab, mais je pense qu'elle aurait tout aussi bien pu dire une infirmière qui porte un signe d'une autre religion. Ce qu'elle disait, Madame Blanc, c'est que ça peut créer un malaise. Le jeune peut se sentir rejeté à cause du signe religieux que porte la personne qui lui donne son service de santé dans ce cas-ci. Est-ce que vous pouvez comprendre que le signe religieux peut parfois être un message de rejet pour les personnes qui le voient? Dans ce cas-ci, un jeune maghrébin, Québécois maghrébin qui est homosexuel. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Monsieur le ministre, le temps étant écoulé, je dois aller du côté du parti de l'opposition et je reconnais le député Danforth. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on retombe sur la minorité anglophone et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des visiteurs qui représentent le plus grand groupe de nos concitoyens anglophones en dehors de Montréal. Donc, c'était souvent des milieux plutôt ruraux et qui ont des problèmes particuliers. Les représentants des Townshippers ont eu l'occasion d'en parler dans une autre commission, mais même si on a abordé un peu le sujet, il serait intéressant de reprendre certains des points qui ont été mentionnés, mais dans un contexte qui est celui des Townshippers, c'est-à-dire des anglophones de l'Estrie.
et pour lesquels il y a une vingtaine de villes avec statut anglophone bilingue, c'est-à-dire statut bilingue, pas anglophone, et qui ont des enjeux bien particuliers et qu'on vient de d'effleurer. Moi, j'aimerais ça, M. Cotting, que vous nous parliez un peu des enjeux de la communauté anglophone de l'Estrie, qui est celle de la plupart des communautés anglophones hors Montréal, des enjeux de survie, de maintien et de développement, de votre intégration dans la vie des cantons de l'Est. Évidemment, dans certains cas, comme le vôtre, je pense, c'est une intégration qui dure depuis 9 générations, donc c'est pas d'hier, et c'est le cas d'une grande majorité des townshippers. Votre rapport avec la langue française, et j'aimerais ça que vous reveniez un peu sur les implications, parce qu'on a parlé de la langue française pour laquelle vous avez toujours affirmé que c'est une valeur fondamentale, vous l'avez réaffirmé, mais pour laquelle vous dites dans le rapport, dans votre rapport ici quelque chose qui est nouveau, parce que le projet de loi 60 amène quelque chose de nouveau, c'est l'inclusion des mots de priorisation, d'une priorité donc de la langue française, dans une charte, dans la Charte des droits et libertés. C'est donc dire, et vous le dites, mais on a passé rapidement là-dessus tantôt, j'aimerais ça que vous donniez un petit peu plus de détails. Ce que ça fait une charte, ça veut dire que c'est hiérarchiquement supérieur sur le plan juridique à n'importe quelle loi. Et donc, ça veut dire que même des lois qui ont déjà été passées pourraient se retrouver à ce moment-là, disons, caduques. Et donc là, c'est quelque chose de totalement différent entre affirmer la valeur de la langue française au Québec que vous avez toujours fait et d'avoir une inscription dans la charte, dans une charte qui, elle, est supérieure à toutes les autres lois, qui dit que, effectivement. Alors, j'aimerais que vous nous donniez quelques exemples parce que c'est dans le contexte, dans votre contexte, le contexte de votre rapport avec la langue française, qui est un rapport qui est extrêmement fluide et serein dans les cantons d'Est, et je peux en témoigner. Également, vos efforts pour garder vos jeunes, nos jeunes, québécois, anglophones, dans l'Estrie et d'attirer des familles également. Et qu'est-ce que, en fait, l'impact de ce projet de loi 60 sur le plan de la langue française, sur le plan aussi probablement de l'emploi, parce que, évidemment, on peut attirer des gens ou garder nos jeunes dans l'Estrie s'il y a de l'emploi. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme difficulté que vous avez mentionné? J'aimerais que vous nous permettiez de comprendre un peu mieux et d'élaborer un petit peu plus sur ces deux aspects. Donc, l'aspect de la primauté du français, qu'est-ce que ça pourrait, d'après vous, avoir comme effet qu'on ne voit pas quand on fait juste parler de la valeur de la langue française? Vous êtes d'accord avec ça? C'est la primauté dans la charte pour laquelle vous avez exprimé une inquiétude. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Et aussi, donc, dans le contexte de la communauté et de son intégration, en fait, dans le Québec, et comme étant partie du Québec depuis plusieurs générations, comment est-ce que ces deux points-là, langue française et emploi, viennent vous amener des inquiétudes importantes par rapport aux efforts que vous faites, et je sais que vous en faites beaucoup, pour effectivement vitaliser et revitaliser la communauté anglophone, qui est un plus pour le Québec? Pour essayer de répondre à cette question-là, nous autres, que ce qu'on comprend, c'est que si on apporte des changements à la Charte des droits et libertés de la personne, ça va être comme la mesure qu'on va diriger toutes les autres lois, quand c'est quelque chose qui va être permanent. Et qu'est-ce que va l'apporter sur d'autres possibilités? Si on prend comme un exemple, dans les cantons de l'Est historique, je pense qu'on pourrait dire facilement, on a un grand nombre de municipalités qui ont un statut bilingue. Je pense qu'on a c'est au moins 18 de ces municipalités ont un statut bilingue. Si par chance on tombe en bas des définitions, ou si on est dans la mesure d'avoir la possibilité de quelqu'un pourrait dire, ben moi j'ai reçu un pamphlet bilingue dans ma boîte à mal, ça va contre la Charte de droits et libertés des personnes, parce qu'on dit dans cette charte-là, la primauté de la langue française, est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir un appel devant la Commission de liberté et droits de la personne? Nous autres, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec les commissions scolaires dans notre région? C'est de travailler pour établir les projets, pour s'assurer que des jeunes auront une chance d'avoir une vraie expérience
non tout simplement dans l'école, mais une expérience dans le milieu de travail qui va les encourager à dire, bien, aussitôt que je vais terminer, je vais diplômer, que ce que moi je vais le faire, je vais travailler aussi au Québec parce que présentement, j'ai des outils pour le faire. Le problème de décrochage chez les anglophones partout dans les cantons de l'Est, c'est un problème majeur. Et on sait qu'est-ce qui se passe quand un jeune décroche. Souvent, il se trouve facilement et souvent dans un très bref de temps à chômage, bien-être social, parce qu'ils n'ont pas des outils. Un outil majeur, c'est la langue française. L'autre outil, c'est une expérience qui donne un porte-entrée à l'emploi. Et ça doit être, quand on parle des valeurs, un valeur d'avoir un emploi, peut-être ça serait quelque chose d'intéressant de penser, de le mettre dans la charte. En tout cas, on pourrait en discuter à long terme, qu'est-ce qu'on essaie de faire comme association, mais notre but, c'est de s'assurer que la communauté anglophone a une chance de célébrer leur héritage, les contributions qu'ils ont faites déjà à notre société québécoise et d'assurer qu'on a une place dans le futur. On appelle ça c'est chez nous pour nous, le Québec. Et quand on parle des valeurs, quand on parle pour nous autres, la laïcité, ça devrait être neutre. Comme valeur, ça devrait être neutre. Ça, comme on a mentionné, si vous êtes croyant ou non-croyant, ça ne devrait pas avoir aucun impact sur votre employabilité. Et je crois que depuis les années 60, on a fait des pas majeurs dans ce domaine-là. Je dirais qu'en pratique, notre société est vraiment laïque. Parce que, à mon âge, je peux vous dire, quand je faisais des applications pour un emploi, une des questions majeures, c'est votre religion, catholique, protestant. Si je comprends bien, présentement, c'est contre la loi parce que, avec les chartes qu'on a présentement, on n'a pas le droit d'avoir une discrimination contre quelqu'un à cause qu'ils sont croyants, protestants, catholiques, musulmans. On ne devra pas avoir un préjudice contre une personne à cause de ça. Et un droit, c'est un droit, c'est un droit. On ne peut pas avoir un droit à 50%. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous avez le droit de pratiquer la religion, mais vous n'avez pas le droit de porter quelque chose. Si j'arrive avec un petit crucifix, est-ce que vraiment vous êtes en danger à cause de ça? Moi, je crois que non. Il y a des personnes, oui, sont mises dans une situation où ils sont peut-être à cause qu'ils n'ont jamais eu de contact avec les gens qui sont différents. Pourquoi on ne visera pas, c'est dans nos écoles, de bâtir des programmes pour s'assurer que tous les Québécois ont une bonne connaissance des différences entre les religions, l'impact, mais d'être capable de dire, juste à cause que vous croyez d'autres choses, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas très, très compétent dans votre domaine. Et tout le monde qui a un emploi, une description de tâches. La députée de Notre-Dame-de-Grâce avait aussi une question. Alors, Madame la députée, allez-y. Oui, alors, je vous remercie, M. Cutting, Mme Bowman, Mme Cutting et Mme Hunting pour votre présence ici. Alors là, on arrive au sujet de la charte des soi-disant valeurs. Et je vais vous citer ici, dans votre mémoire, en d'autres termes, le projet de loi 60 propose une définition de l'inclusion qui est effectivement une définition de l'exclusion sur la base d'un ensemble de caractéristiques qui vont bien au-delà des normes de citoyenneté connues par ailleurs. Donc, est-ce que c'est le port des signes et l'interdiction de port de signes religieux quand vous parlez d'exclusion et non d'inclusion? Est-ce que c'est cet aspect-là du projet de loi 60 du ministre qui vous inquiète? Et est-ce que le barreau, vous avez peut-être lu le journal ce matin, la presse,
que le barreau exprime des inquiétudes. Est-ce que c'est les mêmes inquiétudes que vous? Et finalement, les répercussions, vous vous inquiétez des répercussions de ce débat, de ce projet de loi. Pourriez-vous nous expliquer vos inquiétudes? Peut-être une autre façon d'exprimer notre inquiétude, c'est que si on a un projet de loi où qu'on va dire la définition de société laïque, ça va être tel que vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion. Et je veux donner une précision ici. Si vous êtes un membre de certaines religions, c'est impossible de dire, je vais donner un exemple comme moi. J'arrive ici dans l'Assemblée nationale, j'ôte mon crucifix, je le mets à côté. Quand je parle, je mets mon crucifix. Il y en a d'autres qui pratiquent une autre religion. C'est pas possible, parce que c'est une religion, encore, c'est comme un droit. On le pratique ou on ne le pratique pas. On devra. Mais quand ça arrive le temps de dire à certains gens, bien, vous n'avez pas le droit en effet, pas le droit de pratiquer votre religion, c'est un droit. Si l'État va dire que vous allez perdre votre emploi, qu'est-ce que va produire? C'est que les gens qui sont exclus vont se ramasser ensemble et ils vont se ramasser. On va créer des ghettos. Les gens qui n'ont pas de possibilité d'avoir des emplois dans la fonction publique, et même on va plus loin, on dit dans le privé, que ceux qui veulent produire, ils vont créer des petites communautés et ils vont être tous ensemble et il n'y aura pas de contact entre ces gens-là et la société en général. Comme ça que ce qu'on prétend, c'est que si on désire d'avoir plus de contact entre les gens, les valeurs, faut être des valeurs qui permettent une plus grande inclusion, pas une exclusion. On va mettre à ma collègue. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, en vous mentionnant qu'il reste à peu près 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être là. Ma question, c'est votre inquiétude numéro 4, dont on n'a pas encore beaucoup parlé. C'est les coûts associés avec la mise en œuvre du projet de loi 60, qui inclut pas seulement les coûts des contestations devant les cours, qui pourront nous amener à des millions de dollars, certainement. Je suis avocate, donc je sais. Et aussi les coûts de la mise en application du projet de loi ou de la loi. Est-ce qu'on va créer un autre office maintenant des valeurs québécoises? Est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un qui va vérifier si oui ou non il y a des signes ostentatoires qui sont portés par les infirmières, les médecins, les fonctionnaires, les personnes qui travaillent pour les sous-contractants, qui fournissent des services aux organismes publics? Est-ce que vous pouvez donner votre opinion là-dessus? Parce que le temps est écoulé. Et je dois oui. Céder la parole à la députée de Montarville, mais la question était quand même posée. Peut-être que par ricochet, vous pourrez y répondre. Allez-y, Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, merci à vous tous. Monsieur Cotting, j'aimerais vous poser une question très précise. À la page 5 de votre mémoire, vous dites, et je vous cite, « En fait, le Québec fonctionne maintenant comme un modèle très positif de société laïque moderne et nous pouvons convenir que l'Église ne joue plus un rôle majeur de la vie politique et publique. » Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous dites « en fait ». Et c'est ça la problématique. Dans les faits, la laïcité de l'État existe. Ma question est la suivante, elle est très simple. Je vous demande pourquoi, justement, ne pas l'inscrire dans une loi, cette laïcité de l'État, parce qu'actuellement, vous le savez, ce n'est pas inscrit. Oui, c'est vraiment une bonne question. Est-ce qu'on pourrait penser que peut-être c'est possible de faire une déclaration des valeurs fondamentales du Québec en disant qu'on est en faveur, comme valeur, voici les suivants. Et on va le mettre. On va créer une liste des valeurs. Et on va dire, nous autres, ici au Québec,
que ce qu'on a, c'est une société laïque. Il y a une séparation entre l'État et l'Église. Ou peut-être on devrait dire entre l'État et les religions. La problématique qui soulève, c'est que comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on garde ces valeurs en pratique? Et quand on parle de qu'est-ce qui va une façon de démontrer que notre société est vraiment laïque, il faut toujours dire que, d'après nous, une façon de savoir, c'est pas que ce que vous portez sur la tête, c'est que ce que vous avez dans la tête qui va démontrer vos valeurs. Avec une déclaration, ça n'a pas ce qu'on appelle force de loi. Alors, on ne pourrait pas nécessairement appliquer ou exécuter cette laïcité avec une déclaration. Cela dit, vous mentionnez aussi, je crois que c'était la page 2 de votre mémoire, vos inquiétudes. On en parlait d'entrée de jeu, les inquiétudes d'événements disgracieux. Dans votre réalité, dans les cantons de l'Est, que j'adore, soit dit en passant, y a-t-il eu des événements disgracieux? Quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère depuis qu'on parle de la Charte? Il y a déjà 5 mois qu'on en parle. Dans les cantons de l'Est, moi, je suis plutôt au courant qu'est-ce qui se passe dans l'Estrie. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à date, c'est qu'on a eu je crois que c'est au moins deux exemples. Et c'est des exemples, c'est des gens qui ont décidé de téléphoner à notre association. Ils ont commencé avec le secrétaire et c'était pour dénoncer l'association parce qu'on parlait dans notre mémoire de la primordialité de la langue française et c'était pas des gens qui étaient, je dirais, pas des gens qui parlent comme nous. Il n'y en avait pas beaucoup de respect. Et quand il y a des gens qui nous chantent des bêtises, moi, malheureusement, je dois aller au député de Blainville, malheureusement. J'ai un travail assez ingrat, vous voyez, mais je dois le faire respecter. Alors, Monsieur le député de Blainville. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Cotting, Mesdames, merci d'être là, de nous partager votre point de vue. Je pense que je comprends mieux maintenant, avec l'explication, les questions que vous avez soulevées sur la primauté du français dans la Charte des droits et libertés, au niveau de la Charte québécoise des droits et libertés. En tout cas, j'ai un meilleur sens. Je serais tenté de vous dire que j'ai travaillé à peu près dans toutes les provinces canadiennes. Je parle très bien anglais. J'ai vécu, même dans les cantons de l'Est, j'ai pu y constater l'harmonie qui existe entre tous les Québécoises et Québécois des cantons de l'Est. Et ça m'a quand même un petit peu, basé sur cette historique-là, je dois vous dire que je suis un petit peu étonné de vos craintes. Parce qu'il y a une historique de Québécoises, Québécois de langue anglaise, qui, je pense, au Québec, sont au même niveau de respect, en tout cas de la part de n'importe quel gouvernement du Québec, que ce soit le gouvernement du libéral, péquiste. Et ça m'étonnait un petit peu de voir vos craintes, de dire qu'on allait pratiquement reculer en arrière en mettant de l'avant ce tel projet de loi-là, qu'on allait revenir à des valeurs qui faisaient, on parle du « eux » et du « nous ». Et ma question, je me demandais, est-ce que justement, si on n'affiche pas des signes qui témoignent de notre religion, de notre appartenance religieuse, est-ce qu'on ne vient pas justement éviter, ou du moins enlever peut-être quelque chose qui démontrerait justement les différences entre eux et nous, justement? C'est une question c'est très complexe. Parce que quand on parle des préjudices, quand on parle, c'est des gens qui ont des craintes, si on est capable de les mettre, c'est ce qu'on a fait. On a décidé de venir ici pour dire, mais nous autres, on a des craintes. Est-ce que c'est fondé, oui ou non? Est-ce qu'on peut avoir un échange? Est-ce qu'on peut trouver des compromis qui vont amener tout le monde à être capable de dire, ça a du bon sens. Ça fait partie. Mais il faut toujours penser que c'est pas vraiment les symboles qui comptent. Si vous avez des préjudices dans votre cœur puis dans votre tête, vous l'allez faire. Ça prend pas
est-ce que vraiment on croit que si tout le monde prend s'ils ont quelque chose sur la tête ou quelque chose alentour du cou, si on met ça à côté, on va créer plus de respect? Moi, je dis, je ne crois pas. Dans le sens qu'il y a des gens qui, effectivement, et heureusement, c'est la minorité, qui entretiennent des sentiments comme ceux-là. Et peu importe leur origine, là, on peut en trouver un peu partout. La question que je vous posais davantage, c'est de savoir si, par exemple, on va supposer que moi, je suis quelqu'un qui a des ressentiments contre une religion quelconque, je veux dire catholique, tu sais, orthodoxe catholique, et que vous affichez un gros crucifix, est-ce que je ne serais pas tenté, en tout cas, ça va être plus facile pour moi de vous identifier, puis peut-être d'avoir des ressentiments que si je ne le sais pas, c'est beaucoup plus difficile pour moi de ressentir quelque chose à votre endroit. Ça commence toujours avec du respect. Si j'en ai du respect pour tout le monde, pour moi, ça n'a aucune différence que ce que vous portez alentour de votre cou, ce que vous mettez sur votre tête. Si vous êtes habillé, on peut dire pour la mode, là, il y a certains entre nous, quand on rencontre les gens de notre génération... En tout respect, je dois aller à la députée de Gouin. Alors, Madame la députée de Gouin, la parole est à vous. Monsieur, non, la députée... oui, vous aviez utilisé le mot respect. J'ai dit en tout respect, je vais aller à la députée de Gouin. Allez-y, Madame la députée. Merci, c'est fort intéressant. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Mais j'ai une question précise à vous poser. Comme j'ai pas beaucoup de temps, on va y aller directement. Dans le fond, vous proposez de retirer toute la loi. Ça m'embête un peu parce que il me semble qu'il y a pas mal de consensus au Québec chez toutes sortes de gens là qui, par ailleurs, ne sont pas d'accord sur oui ou non interdire les signes religieux. Il y a pas mal de consensus sur le fait d'inclure le concept de laïcité dans la Charte des droits, de baliser les demandes d'accommodement religieux, par exemple, là, de donner et recevoir les services à visage découvert. Est-ce qu'au moins, vous êtes à l'aise avec ces notions-là? Et si oui, mais à ce moment-là, il faudrait garder du projet de loi ce qui fait consensus. C'est ça m'embête un peu que vous proposiez de tout retirer. Quand nous avons décidé de présenter un mémoire en disant, au point de départ, il faut retirer le Bill 60, c'est parce que on ne croit pas que c'est possible, avec le Bill 60 tel quel, de construire un tel consensus. Je dirais peut-être c'est faisable. Si on avait un tableau, on pourrait aller dire, on est d'accord avec A, B, C, D, E, F, G, O, pas tout à fait, et les autres points, non, pas du tout. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut savoir comment on peut reconstruire ce consensus? Et jusqu'à date, que ce que j'entends, c'est que, oui, je pense que tout le monde est en faveur de créer ou de dire une déclaration. Québec, c'est une société séculaire, laïque. Eh bien, ça, c'est pas difficile à faire. Mais êtes-vous d'accord que ça puisse s'écrire dans une loi? Ça dépend que ce que vous allez mettre dans la loi. Parce que quand on parle des lois, on parle de comment on va l'appliquer, on parle de comment on va créer de bureaucratie pour l'enforcement. À ce moment-là, on a des questions. Et je pense que tout le monde va poser des questions. On part avec des principes. Et après ça, comment est-ce qu'on va le mettre en pratique? On a quelque chose, on dit en anglais. The devil is always in the detail. Mais vous savez, c'est le cas de toutes les lois. Le diable est dans les détails, c'est clair, mais ça ne nous empêche pas, comme parlementaires, de légiférer pour essayer de faire avancer la société québécoise. Et je dois dire que la formation politique que je représente croit que nous avons besoin d'une charte de la laïcité. Et après, oui, il faut débattre de son contenu. Madame la députée de Gouin, que le temps est écoulé. Alors, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez pris pour préparer le mémoire, votre présentation. Alors, je vous remercie beaucoup. Et je vais suspendre quelques instants pour permettre au prochain témoin de prendre place.